Nous allons débuter aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements, plus particulièrement consacrée à la question du handicap. Cette série d'enseignements est en 3 séances. La première, aujourd'hui, est intitulée « Le handicap n'est pas un donné, mais un construit socio-culturel ». Ce qu'il est très immédiatement sous-entendu par ce titre, c'est l'idée que le handicap n'est pas une catégorie de l'entendement, une façon de voir et de comprendre les choses spontanées qui serait innée et liée à notre potentiel biologique ou génétique, mais bien un apprentissage social et également c'est lié à notre éducation, à notre instruction. Ce sont des choses que nous avons peu à peu intériorisées et fait nôtres, mais qui nous arrivent du milieu social ou des milieux sociaux que nous avons fréquentés, et en l'occurrence plus largement de la culture dans laquelle nous baignons et dont nous sommes imprégnés. Ensuite, l'idée que le handicap est un construit socio-culturel, c'est aussi l'idée de construction, et là encore, nous verrons que chaque culture a produit des significations et des façons de comprendre les mêmes phénomènes qui peuvent être particulièrement différentes. Et c'est en ce sens-là qu'on parle de construction socio-culturelle. Bien, donc cette séance est divisée en 4 temps. Le premier temps, le handicap, est une notion ou un concept, cela dépend justement des sources, qui est lié à une pluralité de sources de définition. Donc nous discuterons les différents types de définitions et les conséquences que cela peut avoir, ou la légitimité ou la crédibilité que cela peut avoir. Ensuite, nous reviendrons sur une des sources de définition du handicap, qui est le sens commun, et nous travaillerons à comprendre qu'est-ce que nous apprend le sens commun, qu'est-ce que nous apprend le sens commun concernant l'expérience du handicap, c'est-à-dire la vie de tous les jours avec un handicap et ce qu'on y ressent. Dans un troisième temps, nous discuterons autour de l'expérience même du handicap et nous en explorerons quelques-unes des dimensions. Enfin, nous terminerons sur, on va dire, un temps d'exposition plus particulièrement dédié à la question de la culture au sens strict du terme. Donc nous verrons que non seulement, comme auparavant, le handicap était relatif à des sources de définition, relatif à un sens commun, relatif à des expériences, mais là nous verrons aussi comment il est relatif à des contextes socioculturels. Bien, le handicap, une pluralité de sources de définition. Tout d'abord, ce qu'il est important de bien appréhender est l'idée que le handicap n'est pas une notion ou un concept qui n'aurait qu'une seule définition. Il n'y aurait pas de définition univoque, il n'y aurait pas qu'une seule façon de comprendre ce qu'est le handicap. Ces définitions sont plurielles, sont multiples et éventuellement pas toujours convergentes. Et de plus, elles sont issues de plusieurs types de sources. Les plus connues d'entre elles sont le sens commun. Le sens commun, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la façon de comprendre le monde et d'y agir, en lien donc avec des significations qui font intersubjectivité avec les personnes et les milieux sociaux que nous fréquentons. Donc le sens commun, ce sont les significations partagées avec les personnes qui participent à notre vie quotidienne, de près ou de loin. Une deuxième source de définition, ce sont les politiques publiques qui très régulièrement produisent, en tout cas en France, des lois ou des réglementations afférentes à la population handicapée. Et enfin, vous avez une troisième source de définition qui est une source de définition scientifique. En effet, le handicap est également un concept, pas seulement une notion ou une catégorie de sens public, de politique publique, mais un concept donc, qui s'inscrit dans un ensemble de concepts que nous appelons une théorie, et dans le cadre de cette théorie, prend des significations très particulières, précises et rigoureuses.
Il est important de distinguer les sources de définition. Pourquoi? D'abord parce que elles ne disent pas toutes la même chose du handicap, et que deuxièmement, elles ne le disent pas toutes pour les mêmes raisons ou fondées sur les mêmes arguments. Lorsque l'on travaille la question du sens commun, et on va y revenir à la diapo d'après, on se rend rapidement compte dans la vie de tous les jours que si on écoute les gens qui nous entourent, ils vont s'intéresser à savoir si la personne est handicapée physique, ou bien si elle est sourde, ou bien si elle est malvoyante. Autrement dit, le sens commun partage entre les différents individus, un ensemble de façons de comprendre le handicap et de découper en catégories, donc qui sont celles de notre vie quotidienne. Je tiens à préciser, si vous faites attention, vous pourrez constater comme moi que lors des journaux télévisés, mais c'est aussi une habitude que l'on peut trouver en dehors de cette seule source, vous constaterez dans les JT très souvent, très couramment, il est énoncé les personnes âgées et les handicapés. Voilà, donc là vous pouvez constater par exemple que le sens commun peut, par les façons de nommer, signifier ou mettre en avant certaines caractéristiques, ou au contraire les écarter ou les cacher. Et en l'occurrence, vous voyez que la distinction entre personnes âgées et handicapées montre bien que la catégorie de personnes n'est pas systématiquement valorisée pour parler finalement d'individus. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le sens commun est plus disqualifiant vis-à-vis des personnes handicapées, ne jugeant pas utile d'utiliser le terme personne pour les qualifier? Bien évidemment, aujourd'hui, la terminologie politiquement correcte dans le sens commun pour qualifier les personnes handicapées et les personnes en situation de handicap, ou encore les personnes directement concernées. Ces deux catégories sont donc très courantes dans la vie ordinaire, mais plutôt, on va dire, mobilisées par des personnes qui sont reliées de près ou de loin au milieu professionnel ou institutionnel s'occupant des personnes handicapées. Bien, dans les politiques publiques, il n'est pas parlé de personnes en situation de handicap, c'est une expression qui n'est pas mobilisée, y compris dans la loi 2005, il n'est pas écrit personne en situation de handicap ou situation de handicap. Il s'agit des personnes handicapées. Dans certaines, même d'autres politiques publiques, en dehors de la loi de 2005, il peut même s'agir des handicapés. Les politiques publiques n'ont pas la même définition du handicap que le sens commun, pour la bonne raison qu'elles ne s'intéressent pas exactement aux mêmes individus, ou en tout cas, elles ne s'intéressent pas à l'ensemble des mêmes individus. Les politiques publiques, lorsqu'elles définissent le handicap, focalisent ou donnent à voir une population récipiendaire, bénéficiaire des droits qui vont être ouverts par ce dispositif réglementaire que propose la loi. Autrement dit, aujourd'hui, si vous constatez, si vous prenez le temps de vous informer quelque peu sur les différents droits auxquels peuvent prétendre les personnes handicapées en raison de leurs troubles de la santé, vous constaterez que très souvent, il y a donc des évaluations qui sont produites dans les maisons départementales du handicap, par exemple, mais pas seulement, la sécurité sociale peut faire des évaluations, etc. Et que ces évaluations servent très couramment à mesurer, à rendre compte d'un taux d'invalidité ou des types d'incapacité, etc., etc. Autrement dit, on s'intéresse à la fonctionnalité des corps et de l'esprit. Et pour bénéficier des droits, faut-il avoir un taux d'incapacité suffisamment important
faut-il avoir des difficultés à mettre en œuvre les activités de la vie quotidienne suffisamment importantes. Autrement dit, toute personne qui peut être reconnue handicapée, soit par d'autres individus dans la vie de tous les jours, soit par des scientifiques, dans le cadre de modèles scientifiques, toutes les personnes qui peuvent être reconnues handicapées ne sont pas la population désignée par les politiques publiques. Les politiques publiques, quand ils parlent de personnes handicapées, désignent le public auquel des droits vont être donnés. Bien, et donc, troisième type de source de définition, les définitions scientifiques. Là encore, nous allons y revenir. Là, à nouveau, il y a débat, il y a polémique. La science est un ensemble de résultats qui se discutent et qui permettent de progresser vers davantage d'exactitude. Donc la science est un process cumulatif. Et en l'occurrence, donc concernant le débat, le XXe siècle et le XXIe siècle n'ont pas manqué d'être bien fournis. Nous y reviendrons dans le dernier cours, le cours numéro 6, portant sur donc ces modèles scientifiques. Et d'ici là, donc, je vous en dirai quelques mots avant la fin de cette séance. Mais donc, ce qui est à retenir, c'est que les définitions scientifiques sont produites scientifiquement. Autrement dit, elles correspondent à des états, à des résultats à un moment donné de recherche, de propositions qui sont débattues avec le reste de la communauté scientifique et qui arrivent à obtenir, on va dire, à défaut d'une unanimité, en tout cas un certain consensus sur une certaine durée. Je reviens donc sur le sens commun, donc qui est une source parmi d'autres de définition du handicap, et je tiens à mettre en avant et à discuter ce fait que les catégories en usage dans la vie de tous les jours sont souvent les suivantes. Quand vous parlez à quelqu'un, à un de vos amis par exemple, ou un de vos proches, d'une personne en situation de handicap, et que vous évoquez une situation vécue ou partagée avec cette personne, très souvent on vous répond, mais en fait, qu'est-ce qu'il a? Si vous n'avez pas pris la peine de mentionner plus tôt dans l'échange que la personne vivait avec des prothèses auditives, ou bien qu'elle se déplaçait en fauteuil électrique, etc., etc., votre interlocuteur, en général, a besoin, pour comprendre ce dont vous parlez, d'avoir une idée des causes ou du type de déficience. Donc, incarné par la personne dans son corps ou dans son esprit. Donc, les catégories les plus courantes: handicap physique, handicap moteur, handicap sensoriel, handicap mental, handicap psychique, etc. etc. Derrière ces catégories, il y a des types de pathologies. Derrière handicap physique ou handicap moteur, l'idée est souvent d'atteintes qui peuvent être musculaires ou qui peuvent être articulaires ou encore qui peuvent être liées au système neuronal central, voilà, avec des blessures de la moelle épinière par exemple qui ont pour conséquence de rendre les personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Derrière le handicap sensoriel, très souvent il est sous-entendu personne sourde ou malentendante, personne aveugle ou malentendante. Évidemment, le handicap sensoriel pourrait être une catégorie plus vaste et qui pourrait comprendre l'ensemble des individus qui ont soit des dysfonctionnements, soit des faiblesses, soit qui n'ont pas la jouissance de certains sens. Et puis, bien sûr, ajouter qu'aujourd'hui, la science a admis bien plus que 5 sens pour un être humain. Et si vous êtes intéressé par ces questions-là, je vous laisse lire des ouvrages sur notamment les proprioceptions. Le handicap mental est une catégorie assez ancienne qui remonte probablement au début du XXe siècle
et qui, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre assez immédiatement aujourd'hui, n'est pas du tout lié à la question de la maladie mentale. Le handicap mental est lié à la question de la déficience intellectuelle, du retard dans les apprentissages, des difficultés à l'apprentissage, de troubles. Ça peut être aussi relié à ce qu'on appelle des troubles cognitifs comme des troubles de la mémoire, qui participent donc du tableau clinique de certains handicaps mentaux. Voilà, cette catégorie aujourd'hui est, on va dire, pas très facilement mobilisable parce qu'elle induit beaucoup de malentendus. Très souvent, il est entendu maladie mentale. Alors, il est vrai que des psychoses infantiles peuvent limiter le développement intellectuel et que des personnes peuvent, pour raison, enfin en tout cas pour raison de psychose, se retrouver, on va dire, dans des incapacités ou des relatives limitations d'apprentissage. Vous avez donc aussi la catégorie plus récente du handicap psychique, et qui là par contre relève très directement de troubles de la santé mentale ou de troubles psychiatriques. Bien, et voilà donc un peu les catégories les plus courantes en usage dans le sens commun. Vous noterez que le sens commun ne pense pas, alors qu'aujourd'hui, à la fois dans les lois et à la fois dans les, euh, les modèles scientifiques, les, les maladies invalidantes, comme la sclérose en plaques, mais les maladies invalidantes sont comprises à l'intérieur du handicap, du concept de handicap. Vous avez aussi les, les maladies chroniques et également tout ce qui relève du trouble, des troubles des organes et qui ne sont pas particulièrement compris, par exemple l'estomac, les intestins, etc., qui ne sont pas particulièrement compris dans les catégories handicap physique, handicap moteur, handicap sensoriel, handicap mental, handicap psychique. Voilà, donc le sens commun à la fois est probablement, on va dire, un peu décalé des catégories contemporaines, scientifiques contemporaines, qualifiant ce qui relèverait du handicap. C'est également, le sens commun est également, on va dire, ne prend pas en compte l'ensemble des handicaps aujourd'hui reconnus. Et enfin, j'aimerais vraiment souligner le fait que les catégories en usage dans le sens commun finalement sont des catégories qui désignent le lieu de la lésion ou du moindre fonctionnement ou de la faiblesse de fonctionnement. Handicap physique, handicap moteur, handicap sensoriel, handicap mental, handicap psychique. Autrement dit, ce sont des catégories qui ont été reprises au champ médical du 19e siècle, essentiellement, et qui donc nous renseignent sur le fait que notre compréhension du handicap dans la vie quotidienne est une compréhension qui est centrée sur les aspects biomédicaux, sur les pathologies, sur la différence du corps et de l'esprit de l'individu, et pas du tout sur l'idée qu'il s'agirait d'une situation. Et même lorsqu'on utilise même lorsqu'on utilise entre chacun dans une conversation de notre vie quotidienne les termes de handicap et qu'on utilise cette terminologie spécifique qui est situation de handicap, il n'empêche que les gens souhaitent, vos interlocuteurs souhaitent connaître de quelle déficience il s'agit pour pouvoir se représenter la situation. Et ça vous explique pourquoi on dit aujourd'hui situation de handicap moteur, situation de handicap sensoriel, situation de handicap mental, alors que ce concept de situation de handicap qui a été inventé donc dans les années 70-80 dans le champ plutôt anglo-saxon était une terminologie qui visait à montrer et à désigner les aspects sociaux que recouvre la stigmatisation, que recouvre la discrimination, autrement dit des processus sociaux transverses à l'ensemble, enfin en tout cas transverses et vécus par l'ensemble des personnes
concernés directement par le handicap, mais dont vous voyez bien qu'il ne s'agissait pas des pathologies ou des différences corporelles ou intellectuelles, etc. Voilà, donc même lorsqu'on utilise dans notre terminologie quotidienne le terme situation de handicap, en réalité on a tendance à se référer aux pathologies pour comprendre et non pas à la situation, et donc à penser les processus de stigmatisation, de discrimination, de ségrégation, etc. etc. Les définitions du handicap issues des politiques publiques, donc je vous le rappelle, désignent un public. La première définition du handicap qui est apparue dans la législation française est liée à la loi du 23 novembre 1957. Autrement dit, c'est seulement dans la seconde partie du XXe siècle que les politiques publiques françaises ont mobilisé le terme handicap. En réalité, ce terme est apparu dans la langue française finalement peu de temps auparavant, en tout cas il n'était pas très courant. Et quels étaient les vocables utilisés précédemment? Bien, il y avait mutilé de guerre, par exemple, infirme civil, accidenté du travail, et vous voyez que les vocables antérieurs référaient pas tant au type de déficience que à l'origine du changement corporel ou de la différence corporelle. C'est-à-dire, est-ce que c'était en temps de guerre, et là vous étiez mutilé de guerre? Est-ce que c'était lié à l'activité de travail, et là vous étiez accidenté du travail? Ou bien est-ce que c'était simplement lié à la vie de tous les jours, et là vous étiez infirme civil? Et effectivement, pendant très longtemps, c'est-à-dire plusieurs siècles, l'origine, la cause de cette différence caractérisant l'individu et aujourd'hui appelé handicap, la cause de cette différence signifiait d'abord qu'on ne pouvait pas mélanger ces populations, les mutilés de guerre n'étaient pas assimilables à des activités de travail qui eux-mêmes ne ressemblaient pas, du point de vue des Français de l'époque, à des infirmes civiles. Mais non seulement ils n'étaient pas identifiés comme similaires, mais en plus ils étaient donc traités de manière très différente. Et chacun des statuts, mutilé de guerre, infirme civil ou accidenté du travail, ne permettait pas d'accéder aux mêmes droits. Donc des législations différentes aussi, instituées par la société française. Bien. Donc les politiques publiques permettent donc de légiférer concernant des droits sur certaines populations, concernant certaines populations. Ce terme de handicap donc a été pour la première fois mobilisé en 1957. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour la première fois, quelle que soit l'origine, la cause de cette différence, vous avez les mêmes droits. Et en l'occurrence, les droits de la loi du 23 novembre 1957 portent sur la question du travail. Et donc, en tant que travailleur handicapé, et à partir du moment où vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, vous avez le même droit que tous les autres travailleurs handicapés reconnus comme tels. La définition donnée du travailleur handicapé en 1957 est la suivante. Toute personne dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. Alors, quelques commentaires sur cette définition. Tout d'abord, vous constaterez que le handicap a initialement été pensé politiquement comme une difficulté à subvenir à sa propre subsistance et à celle de sa famille. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est la difficulté à acquérir ou à conserver un emploi. Ensuite, donc le handicap, c'est une difficulté d'acquérir ou de conserver un emploi quand on est travailleur handicapé. Mais par contre, dans cette définition sont désignées les causes de cette difficulté à acquérir ou à conserver un emploi. En l'occurrence, les causes du handicap, et non pas le handicap, mais les causes du handicap sont une insuffisance ou une diminution des capacités physiques ou mentales. Donc je me permets vraiment de redire, de souligner
de mettre en lumière le fait que le handicap ou le travailleur handicapé est celui qui ne peut pas acquérir ou qui ne peut pas conserver un emploi, et que la cause de ce handicap, qui est donc l'impossibilité d'être en emploi, est liée donc, la cause c'est l'insuffisance ou la diminution des capacités physiques ou mentales, autrement dit, là où d'habitude le sens commun met le handicap, c'est-à-dire sur l'insuffisance ou la diminution d'une capacité, de capacité physico-mentale, c'est les causes qui sont désignées par les politiques publiques, et par contre le handicap c'est la possibilité ou l'impossibilité d'acquérir et de conserver un emploi. Voilà, donc vous voyez déjà que le dispositif des politiques publiques propose des définitions qui sont en écart au sens commun. Une définition beaucoup plus récente, mais qui présente l'intérêt aussi de vous ouvrir et de vous initier au contexte politique contemporain. La loi 2005, la loi du 11 février 2005, est une loi qui a été un tournant pour la société française en matière de prise en compte des personnes handicapées. Et donc, la loi du 11 février 2005 ne définit pas les travailleurs handicapés, mais bien le handicap. Et le handicap au sens de la présente loi, c'est-à-dire au sens des personnes qui sont concernées par la définition et par les droits afférents à cette définition. Et là, en l'occurrence, donc, la définition est la suivante. Toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Cette définition se trouve dans l'article 2 de la loi 2005. Je vous propose quelques commentaires à cette loi. Tout d'abord, ce qui constitue le handicap, c'est la limitation d'activité ou encore la restriction de la participation à la vie en société. Donc une fois encore, on constate là que les définitions proposées par les politiques publiques ne sont pas convergentes avec celles du sens commun. Elles ne désignent pas les pathologies, elles ne désignent pas les déficiences, elles ne désignent pas les atteintes, mais elles désignent des différences en termes d'activité ou de participation. Donc le handicap, c'est la limitation d'activité ou d'ailleurs la restriction de la participation à la vie en société. Et à partir du moment où cette limitation d'activité ou cette restriction de la participation à la vie en société est subie, on peut commencer à penser qu'il s'agit de handicap, d'une personne handicapée, et les causes de cet état de fait de limitation d'activité ou de restriction de la participation, ces causes donc sont désignées dans la définition une nouvelle fois. Il s'agit donc d'une altération au sens d'une atteinte, d'un changement substantiel au sens suffisamment important, et puis qui désigne la substance au sens des juridictions de dommages corporels, c'est-à-dire en termes de matière organique, le corps, donc une atteinte corporelle. Derrière cet usage d'une altération substantielle, de ce vocable substantiel, donc il y a l'idée que les atteintes, y compris psychiques, sont liées à des lésions organiques, somatiques. Ensuite, elles peuvent être durables ou définitives, autrement dit, de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue de la loi du 11 février 2005, le handicap n'est pas définitif ou pas systématiquement définitif, et il y a des personnes qui arrêtent d'être handicapées ou qui ne le sont que temporairement. Alors un exemple peut-être, vous pouvez, du point de vue de la présente loi 2005, être considéré comme une personne handicapée si, lorsque vous avez un accident, par exemple de sport, vous avez des séquelles, on va dire, importantes, enfin en tout cas suffisamment importantes pour vous limiter dans vos activités de la vie quotidienne ou vous limiter dans la participation à la vie en société, et suffisamment durable. Et dans le cadre de la loi 2005, en général, la durée attendue, c'est au moins 1 an.
Donc vous avez un accident grave, vous faites du ski, vous avez un accident grave, vous faites une chute, et il se trouve que vous serez obligé soit d'utiliser le fauteuil, soit d'utiliser les béquilles et de faire de la rééducation pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans avant de récupérer suffisamment. Et bien pendant ce temps-là, vous pouvez bénéficier des droits ouverts par la loi 2005, dans la mesure où vous pouvez attester du fait que vous êtes une personne handicapée. Et cette attestation donc se fait notamment sur les bases d'une attestation médicale. Il faut donc montrer qu'elle est durable, ou en tout cas que l'état séquelaire est durable sur au moins une année. Bien, et qu'est-ce qui est atteint et qui fait cause donc à la limitation de l'activité, aux restrictions de la participation à la vie en société? Eh bien, on retrouve une partie des catégories de la loi 57, les fonctions physiques, mais aussi les fonctions mentales. Et vous rajoutez à cela, donc mentale toujours dans le sens d'une déficience intellectuelle, les fonctions sensorielles, les fonctions cognitives, derrière cette nouvelle catégorie apparue dans la législation française, il est souvent compris les populations traumatisées crâniennes, ou bien les populations dyslexiques, aphasiques, dysorthographiques, dyscalculiques, etc., etc., en tout cas les 10. Vous avez une nouvelle catégorie qui est le handicap psychique. Alors, nouvelle catégorie, il faut préciser que c'était déjà des évaluations qui avaient lieu antérieurement. On évaluait effectivement les atteintes psychiques et les incapacités psychiques avec les anciennes législations depuis la mise en œuvre, donc en 1975, des COTOREP et des CDES, qui étaient donc, on va dire, des instances d'évaluation départementale du handicap. Bien. Donc, voilà. Et en tout cas, il y a eu une évolution dans les outils d'évaluation et l'imposition en 1994, donc, du guide barème qui là reconnaît dans son chapitre 2 le fait qu'il y a des déficiences psychiques et des incapacités psychiques et donc qui permettaient de les mesurer et de les prendre en compte dans l'évaluation du handicap. Voilà, donc en même temps, vous avez des acteurs militants qui peuvent avancer et arguer du fait que c'est une nouvelle catégorie. Ce n'est pas faux, au sens où ça n'était pas explicitement intitulé handicap psychique, c'était souvent plutôt déficience psychique, incapacité psychique, etc. Le terme handicap n'était pas accolé, mais en même temps les évaluations avaient déjà lieu, et par contre peut-être que l'intérêt de cette formulation dans la loi de 11 février 2005 est que ça l'a permis probablement d'avoir des évaluations peut-être plus favorables et qui prennent davantage en compte les difficultés des personnes handicapées psychiques. Enfin, ont été rajoutés le polyhandicap. Alors le polyhandicap doit être compris comme à la fois des restrictions intellectuelles sévères, avec très couramment l'impossibilité de s'exprimer avec le langage oral parce qu'il y a une difficulté d'accéder aux mots et à leur sens, à leur signification. Et le polyhandicap comprend également et dans le même temps une atteinte motrice sévère avec des personnes qui peuvent rarement se mouvoir par leurs propres moyens ou alors en utilisant un fauteuil électrique. Bien, et enfin un trouble de la santé invalidant, et là ce qui est sous-entendu derrière, ce sont donc ces maladies qui progressivement évoluent et rendent davantage handicapées les personnes qui en sont atteintes. Bien, et on va revenir donc sur les définitions scientifiques du handicap avec, c'est pareil, des exemples. Nous travaillerons davantage ça dans le cadre du dernier cours, la séance numéro 6. Un premier exemple qui est la première définition en 1980 produite par l'OMS qui concerne le handicap. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, et donc qui a produit une classification internationale du handicap, la CIH, qui propose la définition suivante du handicap. Le handicap serait un préjudice qui résulte d'une déficience, donc elle-même liée aux aspects lésionnels, ou d'une incapacité,
elle-même liée aux aspects fonctionnels, qui limite ou interdit toute activité considérée comme normale pour un être humain en fonction de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels. Alors cette définition scientifique du handicap est, on va dire, en elle-même une révolution scientifique à l'époque, en 1980. Pourquoi ? Parce qu'elle met en avant des aspects sociaux, ou en tout cas elle met en avant les facteurs socioculturels. Elle met en avant aussi la question de la justice et de l'injustice. Vous voyez bien que le handicap, c'est un préjudice, et qu'il ne s'agit pas de la déficience, c'est-à-dire du lieu de la lésion et des atteintes effectives. Il ne s'agit pas non plus d'être capable ou de ne pas être capable, mais bien au contraire de ce qui en résulte, et autrement dit la capacité de faire les mêmes activités qu'autrui, et cela en prenant en compte les attentes qui généralement sont normées sur l'âge, le sexe et les facteurs socioculturels. Autrement dit, on n'attend pas toujours la même chose d'un homme ou d'une femme, on n'attend pas toujours la même chose d'une jeune personne ou d'une personne plus âgée. Et on n'attend pas toujours non plus la même chose suivant les milieux socioculturels des personnes en général et des personnes handicapées en particulier. Bien, donc cette première définition du handicap qui, vous le voyez, n'est pas une définition biomédicale, même si elle a été portée et promue par l'OMS, précisément cette définition participait donc d'une classification internationale du handicap qui visait à apporter des éléments complémentaires aux définitions des déficiences et des incapacités, et donc une définition qui prenait en compte les facteurs socioculturels. Une autre définition scientifique du handicap, plus tardive dans l'histoire, mais toujours portée par l'OMS, et qui en réalité est liée à un travail de réflexion de la CIH, et qui a abouti à un résultat qui est aujourd'hui appelé CIF, Classification internationale du fonctionnement. Et là, on tombe sur une définition du handicap bien différente de la première. La définition en elle-même est la suivante. Le handicap est un terme générique qui désigne les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation. Et ensuite, donc, il y a une série de commentaires qui se trouvent dans l'introduction avant et après cette définition, et dont il m'a semblé utile d'ajouter que donc l'état de fonctionnement et de handicap d'une personne est le résultat de l'interaction dynamique entre son problème de santé et les facteurs contextuels. Je tenais à ajouter cette phrase pour qu'elle vous permette de comprendre que dans la classification internationale du fonctionnement, il y avait donc une compréhension du handicap qui était reliée à la compréhension du concept de fonctionnement, et qu'en réalité, ce qui fonctionnait moins bien, ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas, était du côté du handicap, alors qu'au contraire, ce qui fonctionnait était du côté, donc, on va dire, d'une pleine santé ou d'une pleine intégrité de ses moyens. Bien. Et deuxièmement, donc, il y a une cause à la question du handicap, qui est en fait le résultat d'une interaction donc, entre deux types de facteurs. Un, le problème de santé que vit la personne et qui l'impacte, et deuxièmement, donc, les facteurs contextuels dans lesquels il y a les facteurs socioculturels et les facteurs personnels. Bien, donc là, on voit vraiment que la question de la justice, par exemple, et du préjudice ne se pose plus. On voit bien que la question des normes, c'est pareil, n'est plus vraiment mise en lumière, et que donc on a abouti à un nouveau type de consensus scientifique qui est aujourd'hui très largement à nouveau discuté, et donc on peut escompter, voire publier donc un nouveau modèle scientifique du handicap dans les prochaines années, toujours porté par l'OMS.
Je tiens à préciser bien sûr qu'il y a d'autres modèles que ceux portés par l'OMS. Je les ai simplement présentés dans ce cadre de ce cours, d'abord parce que ce sont les plus connus, mais également parce qu'ils permettaient très clairement de faire la différence avec les définitions politiques et les définitions de sens commun. Bien, dans la suite du cours, en tout cas des séances 2 et des séances 3, quand je parlerai de handicap, je parlerai de handicap au sens donc de la CIF, Classification internationale du fonctionnement. Bien, nous allons maintenant revenir sur les catégories de sens commun qui qualifient le handicap et essayer de comprendre ce qu'elles nous permettent d'apprendre ou pas sur l'expérience du handicap. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'impulser auprès de vous aujourd'hui, c'est l'idée que dans le sens commun, on peut désigner, on peut nommer, et que cette désignation, cette nomination donne souvent l'impression de savoir, de connaître. Est-ce qu'il y a une personne handicapée dans la salle? Et là, vous pouvez désigner une personne qui a une prothèse auditive. Oui, il y en a une, c'est celle-ci, et c'est celle-ci parce qu'elle a une prothèse auditive. Certes, vous êtes capable de la reconnaître, et en même temps, vous la reconnaissez qu'à certains types de signaux, le fait de porter une prothèse auditive, et pas tout un tas d'autres types de signaux ou d'informations qui relèveraient donc de son expérience. Donc c'est ça que j'aimerais travailler avec vous, c'est qu'est-ce que permet le sens commun de comprendre et d'appréhender de l'expérience du handicap. Alors je vais prendre un exemple pour essayer de mieux détailler tout cela. Et donc un exemple dans le champ du handicap sensoriel, je vous propose donc de travailler sur les questions de malentendance, mais de malentendance profonde, à la limite de la surdité. Imaginez quelqu'un qui, lorsqu'il entend des sons, ce sont des portes qui claquent, ou bien des coups de feu. Bref, il faut des bruits extrêmement violents et avec un volume sonore élevé pour qu'il puisse être entendu de la personne malentendante dont nous allons décortiquer l'exemple. Bien, mais une fois qu'on a l'impression de pouvoir distinguer qui est handicapé, qui l'est pas du point de vue du sens commun, donc on met en place cette définition et qu'elle nous permet donc de discerner qui en relève et qui n'en relève pas, et créant par là deux catégories, les personnes handicapées et les personnes qui ne seraient pas handicapées. Eh bien écoutez, voilà, une fois qu'on a l'impression de connaître et de reconnaître les personnes, est-ce que pour autant on comprend quelque chose à ce qu'elles vivent et à ce dont elles pourraient avoir besoin, ou de quel type de discours, de comportement de notre part elles pourraient attendre? Bien, alors je vais prendre des exemples extrêmement concrets et par exemple vous parler d'une personne qui est conseillère à Pôle emploi et qui participe donc à des réunions d'équipe tous les vendredis après-midi. Et cette réunion d'équipe se déroule dans une pièce carrelée du Pôle emploi avec des chaises comportant des pieds en métal, des collègues assis sur des chaises à pieds métalliques et qui ont besoin, plusieurs reprises au cours de la réunion, de changer de position corporelle, de reculer ou d'avancer leur chaise. Et cela, bien sûr, pour eux être dans un certain bien-être ou dans des postures adaptées, on va dire, à leur prise de notes, au contraire à leur réflexion, etc. etc. Et en avançant ou en reculant leur chaise, en la bougeant tout simplement, ils provoquent donc des crissements des pieds en métal sur le carrelage, et ces crissements ont un impact très important sur le bien-être de la personne malentendante, voire même qui génère un mal-être important et même des migraines importantes. Pourquoi? Parce que très couramment, une fois qu'on a dit que quelqu'un est malentendant et qu'il a une prothèse auditive, on imagine que grâce à la prothèse auditive, il entend comme vous et moi. En réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Il se trouve qu'une bonne partie de notre écoute est régulée par notre cerveau, pas seulement par nos oreilles, et que notre cerveau est capable de décider de ce qu'il faut valoriser comme son et donc de l'amplifier, ou au contraire ce qu'il faut diminuer
en termes de volume sonore. Et par exemple, donc, dans une réunion de ce type, notre cerveau va probablement très spontanément arranger l'ambiance sonore auquel nous sommes confrontés en diminuant très largement, même de manière drastique, les sons provoqués par le raclement des pieds de chaise sur le carrelage, et au contraire amplifier la voix des interlocuteurs qui prennent la parole dans la réunion. Autrement dit, notre cerveau aménage les sons que nous percevons en relation avec notre intentionnalité ou nos centres d'intérêt. Bien, mais pour beaucoup de personnes appareillées avec une prothèse auditive, les atteintes lésionnelles font que le cerveau, même s'il perçoit des sons grâce à la prothèse auditive, ne va pas opérer cette régulation. Et par conséquent, les personnes vont entendre le monde, on va dire, sans artefact, sans artifice. Et ce dont peuvent témoigner donc, ces personnes malentendantes, appareillées, c'est que le bruit du crissement des chaises sur le carrelage est bien plus important et voire même recouvre de manière quasi entière la voix des interlocuteurs. Mais en plus, c'est une sorte de torture tellement ce son est strident et épuisant nerveusement. Bien, que se passe-t-il ? Écoutez, cette personne qui est conseillère technique et qui participe à la réunion tous les vendredis a tenté d'expliquer à ses collègues que ce serait bien qu'on mette des patins sous la chaise, sous les chaises, sous les pieds des chaises, que ça serait bien qu'ils arrêtent de reculer et d'avancer ou de bouger leur chaise à plusieurs reprises au cours de la réunion, etc. etc. Et comme souvent, ce qui est incompréhensible ou mal compris est aussi mal interprété, et donc très couramment, les personnes malentendantes sont aussi interprétées comme des personnes qui ont un curieux caractère ou un mauvais caractère, qui sont un peu, on va dire, dans l'hypersensibilité et qui exagèrent un peu tout. Et par suite, donc, parce qu'elles demandent des modifications de comportement à ses collègues pour la raison qu'elle vit des choses insupportables et que par contre ses collègues, eux, ne vivent pas du tout cette ambiance sonore de la même manière. Ils n'imaginent pas en réalité que la prothèse auditive ne rend pas l'ambiance sonore telle que eux l'aperçoivent et que la personne elle est soumise donc à des volumes sonores tout à fait insupportables. Et par conséquent, ils ne comprennent pas son comportement, ils ne comprennent pas ses demandes et trouvent cette personne pénible. Voilà. Et donc, par suite, en plus, ils ne vont pas forcément, comment dire, faire l'effort de coller des patins sous les pieds des chaises ou faire l'effort d'essayer de limiter les crissements des pieds de chaise sur le carrelage. Bien, donc là, on voit que parce qu'on ne vit pas la même expérience que l'autre, il n'est pas toujours facile de se mettre à sa place ou de prendre en considération ce qu'il nous demande ou d'apprécier correctement son comportement. Et par suite, donc, des jugements peuvent être posés et amener la personne handicapée donc, à vivre des situations particulièrement douloureuses du fait des migraines et désagréables du fait du peu de compréhension qu'elle reçoit dans les relations humaines qui l'entourent. Mais plus avant, ces volumes sonores et ces bruits stridents peuvent être extrêmement épuisants. Et il est très courant que les personnes malentendantes coupent leur prothèse auditive, arrêtent leur activité de manière à pouvoir se reposer. Et là encore, ça s'explique par l'état d'épuisement dans lequel l'écoute de ces bruits stridents les mettent. Mais ça a pour conséquence que donc elles ne peuvent plus entendre les conversations et lorsqu'elles rentrent le soir après le travail, qu'elles ont véritablement besoin de se reposer et qu'elles coupent leur prothèse auditive, vous comprenez bien que le conjoint et les enfants n'en sont pas particulièrement heureux et que pour eux, il n'est pas forcément facile d'avoir un papa ou une maman qui n'est pas disponible.
et qui n'est pas là qui ne peut pas être en relation avec eux pendant encore quelques temps. Voilà, donc là aussi, ça peut générer un certain nombre de tensions, mais surtout, en fait, et en réalité, des incompréhensions, puisque ces mêmes personnes, elles aussi, se retrouvent à ne pas vivre l'expérience de ces bruits, à ne pas comprendre réellement la différence entre une audition telle que nous avons l'habitude de la vivre et une audition par le biais ou la médiation d'une prothèse auditive, et qui donc n'imaginent pas les conséquences de cette écoute à travers la médiation d'une prothèse auditive. Bon, autre élément qu'on ne saisit pas une fois qu'on a dit qu'une personne est malentendante et qu'elle est appareillée, voilà, on ne sait toujours pas ça, c'est que, imaginez que le soir après le travail, les collègues l'invitent à boire un pot, à partager un pot dans un café ou dans un bar, un troquet, qu'importe. Très souvent, dans ces bars, il y a une petite musique d'ambiance. Et bien là encore, on va se retrouver avec une difficulté particulière, c'est que pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas cette régulation, une amplification et au contraire diminution des volumes sonores opérés par le cerveau. Et par suite, que se passe-t-il? Il se trouve que la conversation est très difficilement entendable du fait même de cette musique d'ambiance qui pourtant pour nous n'est qu'un bruit de fond. Donc vous rajoutez à ça le bruit des verres, le bruit des tasses, etc. etc. Et là vous avez des bruits extrêmement clinquants, qui sont extrêmement fatigants et qui prennent aussi, qui ont une amplitude sonore importante. Et puis imaginez la situation, hein, vous êtes autour de la table entre collègues et chacun discute et très couramment à cette heure-là de la journée, autour d'un verre, il y a plusieurs conversations qui se déroulent en même temps. Et imaginez que cette personne est déjà en difficulté à cause de la musique de fond, la musique d'ambiance, et que plusieurs personnes parlent en même temps. Et là, à nouveau, elle se retrouve dans une cacophonie qui non seulement lui donne mal à la tête, mais surtout assez indescriptible et indéchiffrable. Elle ne peut pas en faire grand-chose, elle a un mal fou à suivre la conversation parce qu'elle a trois en même temps. Et elle pourrait essayer de lire sur les lèvres, mais vous voyez bien que lire sur les lèvres, ce n'est possible que sur un seul individu à la fois. Alors là, il y a trois conversations en même temps, et que probablement le café ayant une certaine luminosité pour l'ambiance n'éclaire pas de manière massive et peut-être plutôt de manière feutrée. Et donc cette personne n'a pas forcément non plus, on va dire, la lumière adéquate pour pouvoir lire correctement sur les lèvres de son collègue qui lui parle donc le dos à la lumière. Voilà, donc toutes ces difficultés à pouvoir suivre une conversation qui font que la personne finit par renoncer, elle boit son verre, elle ne parle plus, elle ne participe pas, mais c'est pas parce que elle a, on va dire, peu d'appétence à la conversation, mais c'est simplement lié au fait que la compensation de son handicap par la prothèse auditive n'est pas suffisamment efficiente pour lui permettre donc de vivre certaines situations avec un certain confort d'usage. Et puis il y a d'autres situations aussi qu'on n'imagine pas, mais qui peuvent créer des problèmes avec le voisinage, qui sont des classiques, les personnes malentendantes, en tout cas malentendantes au point où je l'ai décrit tout à l'heure. Elles ne se rendent pas toujours compte que passer l'aspirateur à 1h du matin fait un bruit absolument infernal et réveille une partie de ses voisins. Si les voisins ne le disent pas, ou s'ils attendent de se plaindre d'être allés d'abord apporter les propos au syndic, tout de suite on part dans des histoires de voisinage très compliquées, alors qu'en réalité il faudrait déjà tout simplement se rendre compte et se mettre à la place de ces personnes malentendantes. Elles n'entendent pas le bruit de l'aspirateur. Voilà, donc elles n'imaginent pas les conséquences sur la vie de leurs voisins. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble d'exemples et on pourrait continuer à les multiplier, mais pour vous faire appréhender un point très important de cet enseignement, c'est qu'il ne suffit pas de dire que la personne, comme dans le cadre du sens commun, hein, que la personne a un handicap physique, elle a un handicap sensoriel, qu'elle a un handicap mental, pour comprendre ce qui se passe dans les situations de la vie de tous les jours. En général, même, c'est parce que précisément on utilise ces mots qu'on en reste là, parce que ce sont des mots de la vie de tous les jours, partagés par tous et compris par tous, mais en réalité qui signifient très peu de l'expérience vécue, et qui donc ne nous permettent pas de nous adapter de manière pertinente ou de comprendre
ce qui se passe pour la personne en face de nous. Bien, maintenant je vous propose, parce que le temps avance quand même très rapidement, une petite discussion autour des questions, autour de l'expérience du handicap, avec une discussion donc d'abord sur un premier point, une première question. Le handicap est-il définitif? Alors tout à l'heure j'ai déjà abordé succinctement cette thématique en vous disant que pour les définitions scientifiques contemporaines, euh, le handicap n'était pas quelque chose qui était nécessairement définitif, mais qui correspondait à un état séquelaire, et donc à l'impossibilité de faire un certain nombre de choses par soi-même, ou des atteintes ou des lésions importantes, et sur une certaine durée. Voilà. Et tout ça en articulation avec un environnement qui est plus ou moins favorable et donc qui soutient plus ou moins la mise en œuvre d'activités de la vie quotidienne ou encore la participation à la vie en société. Bien, donc est-ce qu'on peut dire que le handicap est définitif? Non seulement les modèles scientifiques ne vont pas dans ce sens-là, mais je vous propose aussi simplement de raisonner un petit peu par vous-même et de mobiliser votre logique. Vous voyez bien, par exemple, que imaginez une personne handicapée, enfin une personne âgée, et qui fait une chute, et qui, lors de la chute, se fracture le col du fémur, comme c'est malheureusement si courant, et qui donc va devoir subir une opération parce que avec cette fracture du col du fémur, elle n'a plus la possibilité de pouvoir marcher. Elle doit donc subir une chirurgie pour implanter donc une prothèse de hanche. Puis il y aura une rééducation, hein, et ensuite donc très probablement, et on lui souhaite, elle pourra retourner à nouveau dans son logement et vivre sa vie de tous les jours, comme à l'accoutumée. Bon, mais vous voyez bien que si la rééducation se passe bien et que la personne récupère, on va dire, la quasi-entièreté de ses capacités à se mouvoir debout, vous voyez bien qu'à un moment elle a été handicapée, que l'environnement n'était pas efficace pour lui permettre de pouvoir continuer à se mouvoir dans son état de santé du moment, que cet état de santé a été modifié par une opération chirurgicale et que c'était avec une visée de compensation du handicap, et que cette compensation, parce qu'elle s'est suffisamment bien mise en œuvre et que la personne a pu effectivement, on va dire, travailler en rééducation fonctionnelle de manière à pouvoir trouver, retourner à une quasi-fonctionnalité optimale, vous voyez bien que cette personne a bien été handicapée pendant quelques semaines ou quelques mois avant son opération chirurgicale et qu'elle ne l'est plus suite à une compensation du handicap qui a été efficace. Voilà. Donc, on peut dire que le handicap n'est pas définitif et n'est pas définitif parce que effectivement, il est d'abord parfois possible de guérir et il est aussi possible donc de mettre en œuvre une compensation très efficace du handicap. Donc le handicap n'est pas nécessairement définitif, mais il peut l'être. Deuxièmement, autre dimension à discuter de l'expérience du handicap, est-ce que lorsque la survenue du handicap est congénitale ou bien liée à un moment particulier de la vie, soit à l'adolescence, soit à la vie adulte, est-ce que cette survenue et le moment de cette survenue du handicap change quelque chose pour l'individu? Alors là, j'attire votre attention sur le fait que, oui, effectivement, il y a un rapport au handicap qui ne se construit pas de la même manière. Et ça, c'est en lien avec la question de la socialisation de l'individu au sein donc de son milieu social, ou de ses milieux sociaux. Erving Goffman a travaillé sur cette question-là, et donc si vous voulez aller plus loin sur ce que je vais maintenant développer, n'hésitez pas à lire l'ouvrage Stigmate, qui est sous-titré Les usages sociaux du handicap, donc publié en français, en version française en 1975 aux éditions de Minuit.
Bien. Et donc, Erving Goffman parle dans cet ouvrage de la socialisation des personnes handicapées et montre que cette socialisation n'est pas exactement la même suivant que le handicap soit survenu donc dès la naissance ou en bas âge et au contraire au moment de l'adolescence ou à l'âge adulte. Pourquoi C'est la question de l'intériorisation des normes et de ce qu'est la normalité qui varie. Une personne qui est née avec, on va dire, une maladie évolutive ou qui est née avec, je sais pas, une incapacité à marcher et qui pour cela donc a besoin d'un fauteuil, manuel ou électrique. Si cette personne n'a jamais connu autre chose, s'est retrouvée très très rapidement au cours de son existence en fauteuil ou bien donc si cette personne n'a jamais connu autre chose que de déambuler en fauteuil, si elle n'a pas eu l'occasion d'expérimenter la marche debout, et en tout cas de l'expérimenter suffisamment longtemps pour en garder un souvenir clair, eh bien écoutez, pour cette personne, même si elle voit l'ensemble des individus de sa famille, l'ensemble des individus de son école ou de son lieu de travail, effectivement avancer sur leurs deux jambes, pour elle, il est normal, mais la concernant spécifiquement, de déambuler en fauteuil. Elle n'a pas connu autre chose, et ce qui serait même pour elle surprenant, c'est un jour pouvoir marcher. Et là, elle sentirait de sa normalité. Autrement dit, pour une personne qui naît avec un handicap ou qui naît ou pour laquelle le handicap survient en bas âge, on va dire qu'il y a une habituation à une différence qui fait que cette différence devient en fait la normalité pour cette personne. C'est ce qu'elle a toujours connu, ça s'est toujours passé comme ça pour elle. Elle a toujours mobilisé ce corps-là par un autre. Et par suite, donc, elle ne peut pas véritablement s'envisager autrement et considérer que elle pourrait être autre. C'est sa propre identité, c'est sa propre conception de sa personne, donc, qui est complètement énervée par cette idée de la normalité de sa différence. Et par suite, donc, elle a aussi appris le monde et à se mouvoir et à se déplacer dans le monde d'une manière spécifique, qui est la déambulation en fauteuil. Mais là encore, donc, elle a une connaissance du monde qui n'est pas exactement celle des personnes valides. Par exemple, elle a une lecture des trottoirs et du dévers des trottoirs, des pentes, des bateaux, de la largeur des trottoirs, de la largeur entre les poubelles et le mur, entre les voitures et le mur, enfin, etc., etc. Donc elle a cette lecture du trottoir que nous ne connaissons pas en tant que personne valide, mais qui lui permet justement de déambuler avec une certaine efficacité et une certaine sécurité. Voilà. Autrement dit, son rapport au monde s'est structuré, s'est appris, s'est construit à travers cette déambulation en fauteuil. Et donc là encore, pour elle, la norme, c'est le monde vu depuis un fauteuil ou perçu depuis un fauteuil, agi à partir d'un fauteuil. Voilà, mais non pas le monde et le rapport au monde tel que nous nous sommes construits avec. Bien sûr, c'est l'inverse pour une personne à laquelle il arrive un accident à l'âge adulte ou pour lequel une maladie invalidante survient à l'adolescence ou encore à l'âge adulte. Et là, au contraire, la personne fait une grande différence entre le avant et le après. Pour elle, ce qui est normal, c'est ce qui a duré longtemps dans sa vie et c'est ce à quoi elle était habituée, c'est-à-dire à la période où son corps fonctionnait comme un corps de valide. Et par suite, donc, elle n'arrive pas à considérer comme normal ce changement, même si elle peut finir par s'habituer à faire avec, mais il lui faudra de nombreuses années avant de pouvoir, on va dire, être à l'aise. Et puis, probablement que elle ne s'habituera jamais tout à fait à ce changement corporel, en tout cas, elle ne l'acceptera jamais, voilà, parce qu'il est beaucoup trop important, beaucoup trop massif.
même si pour autant elle peut avoir une vie très sympathique ou une vie très heureuse, il n'empêche qu'elle préférerait avoir son intégrité corporelle antérieure. Voilà, donc oui, ça change quelque chose en termes d'habituation, en termes de regard sur soi et de rapport au monde. Ensuite, autre dimension importante à discuter de l'expérience du handicap, handicap visible, handicap invisible, est-ce que cela change quelque chose? Oui, une fois encore, les interactions sociales ne sont pas exactement les mêmes, le rapport à soi-même n'est pas exactement le même, et le rapport au monde non plus. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, lorsque le handicap est visible, alors handicap visible, il faut comprendre, et là encore, référez-vous à la lecture passionnante de l'ouvrage Stigmate d'Erving Goffman, référez-vous à ces concepts de discrédité et de discréditable. Bien, quand le handicap est visible au sens où soit on le perçoit très immédiatement parce que la personne est en fauteuil et que donc un fauteuil ça se voit, ou parce que la personne a une réputation, tout le quartier sait qu'elle a une maladie mentale, tous les voisins se sont rapportés cette information pour s'expliquer des comportements anormaux ou hors normes observables dans la rue par exemple, même si ça ne concerne pas toutes les personnes ayant un handicap psychique. En tout cas, à partir du moment où le handicap est visible au sens de observable ou déjà connu, donc si votre réputation a été faite, il se trouve que les personnes de votre entourage vont vous considérer comme une personne handicapée. Et pour cette raison, donc, ils vont faire attention à cette dimension de votre personne qui est cette différence, et ils vont agir en fonction de cette différence. Alors, certains peuvent avoir peur, c'est connu, et vont vous éviter, etc. D'autres peuvent au contraire éprouver une certaine sollicitude, se rapprocher de vous, essayer de rendre votre quotidien plus agréable, de vous rendre service. Mais là, vous voyez qu'ils ne vous traitent pas comme d'habitude, ils vous traitent comme une personne handicapée. Et puis, il y a ceux qui vont essayer de vous traiter comme n'importe qui d'autre, mais ils vont le faire avec l'intention de vous traiter comme n'importe qui d'autre. Donc, autrement dit, c'est parce que vous êtes une personne handicapée qu'ils veulent essayer de vous traiter comme si vous étiez n'importe qui d'autre. Donc là encore, le handicap vient complètement imprégner la façon dont ils vont traiter la personne handicapée. Autrement dit, quand le handicap est visible, ce qu'essaye de montrer Erving Goffman, c'est que c'est une caractéristique de la personne qui prend beaucoup de place dans les interactions sociales, dans les échanges sociaux, beaucoup de place au sens où elle a tendance à attirer l'attention, à focaliser les personnes et donc à générer des comportements d'adaptation à cette information qui est un handicap visible. Par contre, lorsque le handicap n'est pas visible, pareillement, ça génère d'autres types de situations. Tout d'abord, ce que explique longuement Erving Goffman, c'est que les personnes dont elles savent qu'elles ont un handicap vont, et qu'il n'est pas encore visible, ou qu'il ne l'est pas encore tout de suite, ou qu'il ne sera pas nécessairement, sont dans la situation de savoir ce qui arrive lorsque le handicap est visible. Elles peuvent anticiper des réactions de stigmatisation et de discrimination, de ségrégation, d'exclusion, etc. Donc elles connaissent ce monde de la vie de tous les jours où finalement certains sont plus maltraités que d'autres. C'est ça la discrimination, le sens étymologique de discrimination. Certains sont plus maltraités que d'autres et elles peuvent essayer de faire que ça ne leur arrive pas. Autrement dit, elles vont essayer, parce qu'elles se savent discréditables du fait même du handicap, mais pas encore discréditées parce qu'il n'est pas visible, elles vont essayer probablement, en tout cas pour une grande part d'entre elles,
de le maintenir caché, et pour ce faire, donc, de gérer les informations la concernant, de manière à ne pas rendre évidentes des indices évidents, des indices qui pourraient permettre de comprendre cette différence qui caractérise également cette personne. Bien, donc il y a toutes des pratiques de gestion de l'information et d'évitement ou des tentatives pour cacher un certain nombre de choses qui caractérisent la personne, qui vont être mises en œuvre dans tout un tas de stratégies de communication, de présentation de soi, de ses activités, etc., de sa vie quotidienne. Voilà. Peut-être deuxième chose dans le handicap invisible et les expériences vécues, outre cette donc, tentative d'éviter la discréditation autant que c'est possible, hein, et donc tout un travail pour cacher finalement qui on pense être vraiment, c'est-à-dire une personne handicapée. Et donc là, ça permet aussi de comprendre comment la personne s'appréhende. Elle se pense comme personne handicapée, qui n'est pas encore perçue comme telle, et qui souhaite ne pas l'être. Pourquoi? Pour éviter la stigmatisation et la discrimination. Donc en fait, elle a très bien intériorisé le traitement social qu'elle risque de subir. Voilà, donc cette personne se sait handicapée, se pense handicapée, mais se cache aux yeux d'autrui en tant que personne handicapée. Tant que le handicap est invisible, donc elle peut arriver. Voilà, si c'est pas de maladie évolutive, peut-être qu'elle peut maintenir ça une grande partie de sa vie, ou voire auprès d'une grande partie des personnes qu'elle fréquente. Peut-être qu'il y aura uniquement quelques proches qui seront informés de sa différence. Mais il y a aussi des handicaps invisibles qui sont invisibles que pour une période donnée. Par exemple, vous avez des personnes qui ont des maladies évolutives comme une myopathie et qui progressivement se retrouvent atteintes musculairement, qui sont de plus en plus faibles, et qui, même si elles refusent encore de déambuler en fauteuil et continuent donc à marcher comme une personne valide, peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Je vous donne un exemple. J'ai vu des personnes myopathes qui pouvaient être renversées par un coup de vent dans la rue, du fait de leur faiblesse musculaire. Donc elles avaient encore la force de marcher, par exemple, jusqu'à la boulangerie, de rentrer chez elles, mais en même temps, un coup de vent un peu fort pouvait les renverser, les faire tomber sur un mur et leur faire avoir un accident, éventuellement un accident grave. Ça dépendait de la manière dont elles tombaient et dont elles chutaient. Voilà. Le handicap invisible, c'est aussi ne pas pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits qui pourtant nous concernent. Vous avez la situation malheureusement classique de personnes dont le handicap n'est pas visible et qui se présentent à la caisse pour personnes handicapées et qui se font demander des explications par soit la caissière, soit par d'autres clients qui estiment que finalement sa place n'est pas dans cette queue. Voilà, donc le handicap invisible, c'est toute une gestion de l'information, mais c'est aussi la gestion d'un certain nombre de situations qui sont rendues difficiles du fait même qu'on refuse à la fois de pouvoir bénéficier facilement de ses droits, ou qu'on refuse, on va dire, des compensations du handicap, etc., etc. Tout ça donc pour rester dans une situation de personne qui n'est pas discréditée. Donc voilà des enjeux autour du handicap visible, handicap invisible. Je vous propose de passer à la dernière section de ce cours, donc le handicap comme notion culturellement construite. Et là, nous allons peut-être démarrer par... je vous propose de travailler, parce que le cours déjà est assez long, sur deux périodes socio-historiques, l'Antiquité grecque et l'Antiquité hébraïque. Pourquoi ces périodes? Parce qu'elles innervent de manière importante, on va dire, nos imaginaires et le sens commun contemporain encore, et que par suite, donc, ça nous permet de mieux nous comprendre dans nos réactions contemporaines vis-à-vis des personnes handicapées. Bien, alors démarrons par l'Antiquité grecque. Vous pouvez
On va dire que la plupart des informations que je vais vous transmettre maintenant, vous pouvez les retrouver pour partie au moins dans l'ouvrage d'Henri-Jacques Sticker, Stiker, qui est intitulé Corps infirme et société. Voilà, vous le trouvez dans les références dans la bibliographie. C'est un ouvrage dont je ne vais traiter que 2 chapitres et encore assez rapidement. C'est simplement pour vous permettre de comprendre à quel point une culture peut mettre en signification des situations, des phénomènes, et cela de manière très différente d'une autre culture. Par exemple, la différence entre antiquité grecque, antiquité hébraïque et puis notre propre culture contemporaine. Voilà, mais pour vous montrer donc, on va dire toutes les... à quel point certaines différences peuvent ne pas être appréhendées du tout ou appréhendées de manière très différente. Alors quand je dis ne pas être appréhendé du tout, je veux signifier par là que lorsque l'auteur Henri-Jacques Sticker a voulu travailler sur le handicap à travers les âges et essayer de comprendre qu'est-ce que voulait dire être handicapé suivant les périodes historiques, il s'est trouvé confronté à la difficulté que finalement le vocable handicap, le mot handicap, n'était pas un mot utilisé dans d'autres cultures ou à d'autres époques, pas nécessairement. Donc je vous l'ai dit, déjà, rien que pour la culture française, c'est une terminologie qui est née dans les années 1250 et qui est venue en rupture d'autres terminologies qui pouvaient être accidenté de travail, mutilé de guerre et infirme civil, et qui ne signifiaient pas exactement la même chose, puisque jusqu'à alors, on distinguait ces 3 populations, on ne les pensait pas identiques et on ne leur donnait pas les mêmes droits, et que donc à partir de cette réunion sous un même vocable, on a pu penser une identité et donc un même traitement social, ou en tout cas des convergences en termes de droits. Et bien justement, une des difficultés à laquelle s'est confronté Henri-Jacques Sticker, c'est que dans la culture grecque, par exemple, le terme handicap n'existait pas. Voilà, on ne retrouve pas les populations handicapées et les autres. Ce n'est pas une façon de distinguer les individus et de les classer qui existait à l'époque de l'Antiquité grecque. Autrement dit, ce qu'on appelle le handicap n'existait pas. Par contre, les différences, elles, probablement, pour la grande majorité d'entre elles, existaient, mais n'étaient pas perçues sous l'étiquette handicap ou sous une étiquette qui réunirait ce que nous appelons les handicaps aujourd'hui. L'Antiquité grecque avait sa propre division des phénomènes et des différences, et donc c'était une division en 3 catégories. La première est difficilement traduisible, il s'agit des terata, T-E-R-A-T-A, voilà, et c'est un terme qui a donné chez nous le mot terreur. Autrement dit, les terrata sont des individus qui déclenchent la terreur. On a pu essayer de traduire les terrata par les monstrueux ou les monstres, mais en réalité, ce n'est pas exactement, on va dire, une bonne... ce n'est pas une bonne traduction. Je vous explique pourquoi, parce que les terrata, de très loin, nous ne les considérions pas, aujourd'hui nous ne les considérions pas tous comme monstrueux, et vraiment de très loin. Par exemple, qui pouvait être considéré comme participant donc à cette catégorie des terrata? Vous aviez les individus qui naissaient difformes, avec des jambes tordues, etc. Mais aussi les personnes qui avaient des mains syndactyles, c'est-à-dire des doigts un peu palmés, ou des personnes qui naissaient avec un 6e doigt. Donc vous savez aujourd'hui qu'on opère, on coupe le 6e doigt et il reste juste une cicatrice sur le côté de la main, ou encore les personnes qui naissaient avec un pied beau, ou encore les personnes qui naissaient avec un bec de lièvre, etc. etc. Donc pour les Grecs de l'Antiquité, toutes les déformités physiques, qu'elles soient bénignes ou au contraire importantes et qu'elles aient un impact fonctionnel ou pas, généraient cette terreur
et cette attribution du terme terrata à l'individu concerné. Autant chez nous, vous voyez bien qu'un certain nombre de ces différences soit sont considérées comme bénignes et négligeables, soit sont opérées et du coup n'existent plus et ne sont plus prises en compte dans le social du fait de leur disparition. Et donc il n'en reste que quelques-unes. Autrement dit, la catégorie des terrata ne retrouve pas son pendant dans une catégorie similaire aujourd'hui, donc en France des années 1910-1920. Bien, donc on ne se retrouve pas avec les mêmes catégories, on ne se retrouve pas exactement avec les mêmes individus. Par contre, ces terrata, donc je vous l'ai dit, déclenchaient la terreur. Ils déclenchaient la terreur, pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient le signe de la colère des dieux sur le groupe, sur l'ensemble des citoyens de la cité. Donc c'était une cité qui était menacée de malheur, qui était menacée de vengeance, de sanctions. Cette sanction, cette vengeance était liée à une faute qui avait été commise et qui était commise par la cité, mais ce n'était pas une faute dont il était possible de ne pas la produire, c'était une faute, on va dire, de type tragique. Autrement dit, c'était simplement lié au fait que l'ordre du monde humain est en conflit avec l'ordre divin, et que cette simple différence entre l'ordre du monde humain et l'ordre divin donc générait la faute, hein, et donc l'explication de ce corps différent, qui était considéré finalement comme un corps déviant, en écart à la norme esthétique, et vous savez à quel point la question du culte des corps, de l'esthétique était importante dans le cours de l'Antiquité grecque. Donc cette déviance du corps était comprise et perçue comme le signe d'une très proche déviance de l'ordre social, notamment parce qu'elle pouvait laisser supposer que cette personne se reproduisait d'autres enfants différents et considérés comme des monstres, allaient donc progressivement prendre place en tant que citoyen de la cité et on va dire, modifier l'espèce humaine. Donc il y avait vraiment une très grande crainte en termes d'atteinte à l'espèce humaine et de son altération. Il y avait vraiment une volonté de conforter, de maintenir, de perpétuer l'intégrité corporelle et esthétique. Donc voilà, donc dès la naissance de corps difformes, c'était un problème non pas médical, mais un problème avant tout politique. Pourquoi? Puisque la cité, l'ordre de la cité était en jeu, et donc était convoqué non pas le médecin, mais le conseil des sages, les grands politiques du moment, et ni les parents, ni les proches, ni d'autres personnes qui auraient pu investir effectivement le nouveau-né n'avaient leur mot à dire. C'était le conseil des sages qui tranchait après avoir vu et constaté l'état du nouveau-né sur le traitement à donner à cette situation. Et en l'occurrence, quand le nouveau-né était considéré comme un terrata, l'usage était de l'exposer. Alors l'exposer, exposer, E-X-P-O-S-E-R, hein, c'est une pratique qui consistait à emmener l'enfant hors de la cité et à le déposer soit au fond d'un trou, au fond d'une grotte, sur une petite barque, sur un fleuve, enfin qu'importe, en tout cas à le mettre hors de la cité pour et dans l'intention de le rendre aux dieux. Alors bien sûr, ça avait en général comme conséquence très immédiate d'engendrer la mort de ce nouveau-né, mais pas nécessairement. Et lorsque la mort n'était pas engendrée, eh bien effectivement, la vengeance allait s'abattre sur la cité. Et vous en avez un exemple très clair dans le mythe d'Oedipe, où cet enfant a été déposé dans une petite barque sur un panier qui voguait sur le Nil. Mais il n'en est pas mort, il a été récupéré par une servante qui l'a éduqué, et voilà.
Et vous connaissez donc les suites avec le fait qu'il a tué son père et s'est marié avec sa mère et en plus donc avait la velléité de se reproduire. Voilà, donc c'est une série de catastrophes concernant la cité. En plus il devient roi, il prend le pouvoir politique, enfin etc. Voilà, donc les cités sont menacées par ces enfants difformes. Et donc, en général, la décision prise par le Conseil des sages est donc de les exposer. Donc clairement, ce qui est derrière ce type-là de pratique, c'est la peur d'une stérilité collective, ou la peur de l'extinction de l'espèce humaine, ou encore de sa déviation. Bien, deuxième catégorie classique de l'Antiquité grecque, une catégorie qu'on pourrait traduire littéralement par la faiblesse du corps. C'est une catégorie qui désigne un public qui nous est plus facile d'appréhender, qui désigne les publics malades, ou bien les publics qui ont des troubles sensoriels comme la surdité ou la cécité. Là, il s'agit essentiellement de déficiences acquises, notamment à la guerre ou par un accident. L'usage était de les soigner, bien sûr, mais aussi, pour certaines d'entre elles, de les prendre en charge par la collectivité publique à partir du moment où il était estimé que la personne ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il se trouve que dans le cadre des mutilés de guerre, la cité d'Athènes avait par exemple comme habitude de voter chaque année une pension pour les personnes concernées. Une pension qui n'était pas nécessairement renouvelable d'une année sur l'autre, mais en tout cas, c'était une proposition qui était régulièrement faite et régulièrement mise en œuvre. Autrement dit, la faiblesse du corps amenait donc à la fois des traitements en termes de soins, mais aussi des traitements financiers de la situation pour permettre aux personnes donc d'avoir une vie digne d'être vécue. Troisième catégorie développée par les Grecs de l'Antiquité, une catégorie qui peut aussi se traduire littéralement par la faiblesse de l'âme cette fois-ci. Alors, ces personnes ne faisaient pas particulièrement peur, ou pas nécessairement peur, elles n'étaient pas exposées donc, ce n'étaient pas des terrata, elles n'étaient pas véritablement exclues non plus, mais elles étaient le plus souvent évitées et voire il était demandé dans un certain nombre de règlements à l'intérieur des cités que les familles les gardent dans l'espace domestique pour leur éviter de troubler l'ordre social par des comportements indus. Alors les comportements indus qui peuvent être cités dans un certain nombre d'ouvrages de grec antique, ça peuvent être je sais pas, de crier, d'être violent physiquement, de cracher, etc., de dire des insanités, enfin voilà. Mais de loin, toutes les personnes qui étaient faibles de l'âme ne produisaient pas ces genres de comportements. Ce qui était demandé très clairement, donc, c'était à la fois de limiter les difficultés qu'on pouvait rencontrer à cause d'elles et de leur comportement dans l'espace public, mais aussi de les respecter. Cette idée de respect était très importante et était globalement assez pratiquée. Pourquoi ? Parce qu'on voyait dans cette faiblesse de l'âme, on va dire, une intervention surnaturelle. Et ces interventions surnaturelles n'étaient pas jugées irrationnelles par les Grecs de l'Antiquité. Pour eux, ça faisait partie de la vie quotidienne que le surnaturel. Et par conséquent, c'était une sorte de crainte, de crainte qui relevait du sacré qu'inspiraient ces personnes et qui faisait donc qu'on pouvait leur accorder une certaine considération qui était jugée légitime. Voilà, sachez qu'au titre de la faiblesse de l'âme, il pouvait être rangé dans cette catégorie les pittis. Les pittis qui étaient ces personnes qui permettaient de prévoir l'avenir et notamment l'issue des guerres. Fallait-il ou pas engager la guerre et comment fallait-il guerroyer ? Donc ces personnes sans lesquelles aucune décision politique majeure n'était prise. Une autre catégorie de personnes était comprise dans la faiblesse de l'âme, une catégorie de personnes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, en tout cas pour ma part je n'ai encore jamais rencontré. Il s'agissait de faibles de l'âme errants
mais déclamant des vers, autrement dit, qui avaient un amour de la poésie et qui passaient leur journée donc à énoncer des poèmes dans la rue, et donc même qui pouvaient être appréciés pour cette activité. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus ce type de personnage, et la question ou l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est que probablement la culture façonne aussi les types de différences, et que dans une culture on apprécie les arts, et notamment la poésie, il se trouve que des différences peuvent essayer de se distinguer, notamment par des aspects positifs, que sont la maîtrise du verbe poétique. Voilà donc pour ce qui concerne l'Antiquité grecque. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir comme idée essentielle, c'est d'abord que toutes les situations ou tous les phénomènes que nous qualifions aujourd'hui de handicap ne sont pas reconnus comme différents ou comme signifiants à cette époque-là. Bien évidemment, toutes les maladies organiques n'étaient pas perçues comme un handicap simplement parce qu'elles n'étaient pas perçues du tout. Donc tout handicap n'est pas, tout ce que nous considérons comme un handicap n'est pas perçu nécessairement comme handicap à l'époque, en tout cas comme différence. Tout ce qui était perçu comme une différence à l'époque n'est pas considéré aujourd'hui comme du handicap. Et puis, dernière chose, donc, il y a même des différences qui ont pu exister et qui ont été catégorisées dans des, sous des, comme déviance, et notamment, je parle des personnes errantes et poètes, mais dont on voit bien qu'aujourd'hui elles n'existent plus et que probablement la culture de l'époque a façonné en partie ce type-là de personnage. Voilà, donc en même temps, c'est la culture qui décide de ce qui est important, ce qui est signifiant et ce qui est pertinent, et qui donc décide de ce qui est regardé ou pas comme différent et comme normal, ou ce qui est simplement ignoré, qui n'est pas regardé. Et c'est la culture aussi qui façonne un certain nombre de comportements. Il s'agit de la manière de traiter les personnes différentes ou la manière de se comporter des personnes différentes. Deuxième exemple, pour vous permettre de mesurer l'ampleur de ce que peut apporter une compréhension selon des modalités d'analyse culturelle. Là, je prends donc l'exemple de l'Antiquité hébraïque. Et je dois vous dire que là encore, l'auteur Henri-Jacques Sticker a mis un certain temps avant de pouvoir décider de qu'est-ce qui pouvait ou pas être suffisamment en lien avec la question du handicap, qui est finalement une catégorie plutôt contemporaine. Et son analyse des textes et de l'ensemble des archives de l'époque qu'il avait pu se procurer, notamment de l'Ancien Testament biblique, l'ont amené à considérer que ce qu'il y avait de plus proche de notre catégorie handicap, sans pour autant en être une copie ou même quelque chose qu'on pourrait superposer, c'est la catégorie de l'impureté. À cette époque donc et dans cette culture de l'Antiquité hébraïque, ce qui était signifiant en termes de différence, c'était l'impureté. Et cette impureté pouvait concerner tout un panel de types d'individus que sont les personnes prostituées, les femmes pendant leur menstruation, donc parce qu'elles perdaient du sang, les personnes qui exerçaient le métier de boucher, parce qu'elles mettaient les mains dans le sang, elles étaient au contact du sang au quotidien, et puis donc de manière aussi plus générale, un certain nombre de personnes, par exemple malades de la peste, ou étant dans l'Ancien Testament étant décrites comme possédées. Bien. Alors, on va dire que vous comprenez bien que la question des prostituées, des femmes pendant leur menstruation ou des personnes qui exercent le métier de boucher ne correspond pas du tout à notre catégorie handicap aujourd'hui, mais pour autant qu'elles sont prises et participent à cette population qui est désignée comme impure,
Mais comme c'est des populations désignées comme impures correspondent à des personnes qui sont malades avec des états séquelaires importants parce qu'elles, par exemple, atteintes de la peste ou, ou possédées par un certain nombre de démons, etc., qu'on trouve donc dans l'Ancien Testament de manière récurrente, et qui sont donc qualifiées de personnes impures dans la langue d'origine. Vous voyez bien donc que là encore le découpage du réel n'est pas le même et qu'il est difficile de superposer et de traduire de manière littérale des catégories. Mais enfin, je vais donc déployer la question de l'impureté pour les personnes malades ou les personnes présentant des, on va dire, des différences psychiques. Et comment était comprise donc cette impureté? C'était avant tout une impureté qui concernait le champ de ce qui relevait du cultuel, donc du culte de Dieu ou du sacré, donc une impureté sacrale. Donc c'était dans la relation à Dieu où il se jouait quelque chose et où il se jouait la notion d'impureté. Même si on était une créature de Dieu, on pouvait être considéré comme impur parce que porteur d'une faute dont le signe était la maladie ou la possession. Et cette impureté, donc, vous mettez en écart à la pureté dont le modèle était le divin. L'impureté était considérée comme ne pouvant pas être en contact avec la pureté et le divin. Et autrement dit, cet interdit avait pour conséquence directe de ne pas autoriser ces personnes à assister au culte ou à devenir rabbin, par exemple, à pratiquer le culte, mais par contre ne les empêchait pas de participer à la société, puisque finalement être impur avait un impact dans la relation à Dieu, mais pas dans la relation à ses proches, ses voisins, et en tout cas les individus qu'on coudoyait au quotidien. Autrement dit, donc, un interdit cultuel et ou sacral, où tout ce qui est considéré comme impur n'est pas apte, n'est pas digne de se présenter devant Dieu, et qui donc limite aussi non seulement le fait d'être rabbin ou de pouvoir pratiquer le culte, mais aussi de pouvoir présenter des offrandes, de pouvoir faire les lectures, de pouvoir participer et de pratiquer un sacrifice, enfin, etc., etc. Et en même temps, c'est bien parce qu'il y a une exclusion au niveau culturel que ces personnes peuvent être autorisées par contre à participer à la société, puisque leur différence est traitée, mais traitée dans le domaine d'activité du cultuel. Et donc, les personnes, on va dire, malades ou possédées, devaient, dans le cadre de la vie en société, être traitées avec respect, prises en compte. Il y avait même l'injonction de pratiquer la charité à leur égard, surtout si elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, ou à ceux de leur famille. Voilà. Après, l'étude des textes, et notamment de l'Ancien Testament, permet de voir qu'il y avait une application très relative de ces principes, et que les prophètes ont régulièrement fait cause pour ces publics vulnérables, et donc qui ont rappelé un certain nombre de principes moraux édictés par Dieu. Bien. Ceci dit, il y avait aussi des rites pour essayer de réintégrer la personne, non pas dans la société, mais dans la pureté. Et là, vous voyez que la question du traitement du handicap n'est pas portée non plus par les médecins. Le retour à la pureté ne peut être pratiqué que de manière cultuelle. Autrement dit, c'est le rabbin qui est le spécialiste en matière d'impureté. Et l'impureté est une affaire religieuse. Il y aura donc des pratiques de rituels de purification qui permettront à certains malades ou à certains possédés donc d'être réhabilités, on va dire, à la vie cultuelle. Bien, donc j'espère vous avoir suffisamment montré à quel point il est possible à une époque donnée, dans un collectif ou une société donnée,
de penser les différences corporelles et psychiques et intellectuelles de manière très différenciée. Vous voyez que donc dans un cas, les significations portent davantage sur la terreur ou la faiblesse de l'âme ou du corps, et dans l'autre cas, donc c'est la signification de l'impureté qui est au centre des sémantisations et des représentations. Et à nouveau, notre société contemporaine et d'autres sur d'autres considérations. Voilà, donc vraiment ce qui peut être mis en avant à la fin de cette première séance d'enseignement sur le handicap, c'est que le handicap n'est pas une évidence, n'est pas un fait qui serait donné et dont on pourrait très rapidement après la naissance prendre la mesure. Non, c'est un fait qui est construit au sens où à la fois la société produit des conditions de production du handicap, mais aussi au sens où la société produit les mises en signification des différences, dont certaines seront considérées comme du handicap et pas d'autres. Et en l'occurrence, la différenciation en termes de handicap concerne notre société contemporaine depuis, on va dire, la moitié du XXe siècle. Bien, et bien sur ce, je vous souhaite donc une excellente fin de journée et vous dis à bientôt pour la 5e séance de ce cours.